Et on va effectivement parler de cette situation terrible en Syrie, attentat, explosion. Une nouvelle fois, la violence et les affrontements ont rythmé la journée et une nouvelle fois, on recense des dizaines et des dizaines de blessés, certains très graves. Bonsoir Jacques Berès. Bonsoir. Vous êtes chirurgien humanitaire. Merci d'être avec nous car vous êtes arrivé tout à l'heure directement d'Alep où vous êtes en mission actuellement. J'ajoute que vous êtes cofondateur de Médecins sans frontières. Alep, c'est l'une des grandes agglomérations syriennes située au nord du pays. À quoi ressemble la ville aujourd'hui? Parce qu'on a du mal à imaginer ici, nous en France. Mais moi aussi, vous savez, j'étais dans un quartier libéré, bien contrôlé par l'armée syrienne libre, oui, mais c'était un petit bout, un petit quartier. Et je peux rien vous dire. Vous savez, moi je travaille tout le temps, mais je travaille dans une salle d'op. La salle d'op c'est bien fermé pour des questions d'hygiène et de sécurité, et dans un hôpital qui est aussi une structure assez fermée. Donc je suis un très mauvais observateur de la réalité de la rue, si vous voulez. Je peux plus vous parler des blessés qu'on reçoit, qui sont, on va en parler, bien évidemment, qui sont quotidiens, très nombreux. C'est une véritable horreur, ça. Mais je pense Alep c'est la plus grande ville, hein, en fait. C'est plus important que Damas. Et je pense qu'il y a des quartiers d'Alep qui sont encore normaux, en train de soutenir Bachar el-Assad, franchement. Et alors, dans quelles conditions travaillez-vous dans cet hôpital qui est situé non loin de la ligne de front? Combien de médecins, combien de personnel? Bon, c'est pas facile de vous dire, mais c'est un très bon hôpital. Je peux pas vous en dire le nom parce que, pour des raisons de sécurité, ils seraient pas contents. Ce serait une trahison que je ferais. C'est un très bon hôpital avec 3 salles d'opération qui marchent très bien, un personnel extrêmement dévoué qui travaille jour et nuit. Les médecins, enfin les chirurgiens, je ne sais pas exactement combien parce que il y en a qui s'improvisent, il y a des dentistes qui s'improvisent médecins ou chirurgiens ou des biologistes qui s'improvisent infirmiers, mais tout ça travaille. Enfin, je veux dire, vous savez, après un bombardement, c'est des vagues de blessés qui arrivent. La vague de blessés la plus importante qu'on a eue, c'était 15 à la fois, mais 15 en 2 minutes. Ça vous remplit la salle d'urgence complètement. Il y en a partout, il y a du sang partout, il y en a qui meurent dans la minute, il y en a qui crient, il y a les familles qui veulent rentrer, les amis, les combattants, etc. C'est très difficile de travailler dans ces conditions. Et quel est le profil des blessés, justement? Qui sont-ils? Alors là, à Alep, il faut dire la vérité, c'était une certaine majorité de combattants par rapport aux civils. Il y avait des civils, bien entendu, y compris des femmes, des enfants, des vieillards, mais plus souvent, mais c'était tellement près de la ligne de front que, évidemment, c'est les combattants qui arrivaient en premier. Ce sont des djihadistes, des salafistes, des... Alors, il y en a pas mal maintenant. Oui, au moins la moitié des combattants me paraissaient être des djihadistes, avec bon les bandeaux, le sceau du prophète, les versets coraniques, même les voitures qui les amenaient avec le drapeau d'Al-Qaïda, et puis le look salafiste avec la moustache disparue et le collier juste de barbe. Et on ressent quoi à ce moment-là lorsque l'on est chirurgien? Oh, c'est pas ma préoccupation majeure. Ma préoccupation majeure, c'est de savoir d'où vient le sang et combien de temps ça peut tenir. C'est plutôt ça. Quand je parle avec eux après, il se trouve que j'ai eu 2 djihadistes français blessés dans l'hôpital, et donc j'ai parlé en français tout à fait normal avec eux. C'était un peu troublant. Que vous disent-ils? Il y en avait un qui disait que Mohamed Merah était l'exemple à suivre. Et ils disent qu'ils sont là plus pour l'après-Bachar que pour les combats du moment même, et que leur but c'est l'émirat mondial, c'est la charia, c'est le djihad, quoi. Et vous avez l'impression qu'il y en a de plus en plus, ou ils sont plus nombreux parce qu'on est près de la ligne de front et qu'ils sont au premier plan? Je crois que vous avez raison, je crois que c'est plutôt comme ça qu'il faut voir, il y a un effet de loupe, effectivement. Mais c'est quand même très différent. J'étais à Homs en février, et à Homs, déjà, on me posait la question, et là, vraiment, je hurlais dans les micros, non, attendez, soyons sérieux, c'est la seule chose qui les fasse rire. Quand on leur pose la question, parce que la situation n'était pas drôle à Homs, à Bab Amro, mais la seule chose qui les fasse rire, c'est quand on leur pose la question des salafistes, il n'y avait pas un salafiste à la ronde, il n'y en avait pas. C'était tous des gens du terroir connus, le fils de quelqu'un, le frère, le cousin, le père de quelqu'un. Ils se connaissaient tous entre eux, ils avaient pris les armes pour se défendre, et voilà, pour lutter contre cette répression alaouite horrible qui maintenant en est plus au crime de guerre mais au crime contre l'humanité. J'avais déjà vu dans le gouvernorat d'Idlib, dans le nord, à ma 2e mission,
beaucoup d'hôpitaux détruits, des pharmacies détruites, mais pas seulement détruites, brûlées, pillées, avec plus un comprimé d'aspirine disponible, plus rien, plus les étagères, plus rien. Ce qui veut dire aussi que les braves dames ou les braves pépés qui voulaient des médicaments chroniques dont ils ont besoin pour le cœur ou pour le rein, ils les ont plus. Ça, c'est pas lutter contre le terrorisme et contre le fondamentalisme, c'est attaquer sa propre population et ça devient un crime contre l'humanité, plus seulement un crime de guerre. Et là, je confirme absolument les attaques par hélicoptère sur les gens, les pauvres gens qui font la queue simplement devant les boulangeries pour avoir du pain. Et j'ai reçu un boulanger qui était tué parce qu'il avait eu la mauvaise idée de sortir voir ce qui se passait devant sa boulangerie et il avait pris la rafale suivante et c'était très troublant comme scène parce que c'était un pauvre vieux monsieur très émacié de visage, nu parce qu'il faisait très chaud dans son fournil, avec juste un pagne en toile de jute de son sac de farine et blanc comme couvert, emplâtré ou couvert de farine, et avec les trous rouges, c'était très spectaculaire comme image. Selon vous, il y a combien de morts depuis le début de l'offensive en mars 2011? Parce qu'on a beaucoup de chiffres circulent. 20 000, 30 000, plus? Oui, plus, oui. 50 000? Je pense, oui, au moins. Oui, malheureusement. Oui, c'est une hécatombe, c'est horrible. Et alors, on parle pas des blessés. Dans cet hôpital, qui n'est qu'un des hôpitaux de Alep, enfin, un des deux grands hôpitaux de la zone libérée quand même, je recevais entre 25 et 40 blessés de guerre par jour. Que vous inspire le comportement de la communauté internationale? Beaucoup de tristesse, de la révolte, une incompréhension, enfin tout ça à la fois. Moi je suis pas du tout politicien, je comprends pas grand chose, mais bon après il sera toujours temps de dire ah voilà le risque salafiste, on l'avait bien prédit, bah oui mais on n'a rien fait pour si on les avait aidés, si on les avait armés. Moi j'étais mitigé sur l'intervention militaire, mais qu'il fallait les armer, c'était une certitude, c'était une évidence depuis 18 mois. C'est un conflit totalement asymétrique, c'est des gens qui se battent avec des kalachnikovs contre des tanks et des canons, des mortiers, des bombardements aériens, des hélicoptères de combat qui mitraillent, enfin c'est totalement asymétrique comme conflit. Vous êtes pardonnez-moi, mais un vétéran de l'humanitaire. Vous étiez au Vietnam dans les années 60, en Libye l'année dernière. Que vous inspire la situation en Syrie? Est-ce un conflit, une guerre différente? Oui, je crois que c'est différent. Je m'y suis impliqué, oui, depuis plusieurs mois, parce que je trouve scandaleux, mais rien que le début, le courage de ces gens qui ont manifesté pacifiquement avec des pancartes pour demander un peu de liberté, un peu d'air, un peu de respiration, et qui se sont fait tirer dessus à balles réelles, c'est fou, c'est presque inédit, je veux dire. Moi, je descends pas manifester dans la rue. J'ai fait mai 68 comme tout le monde à l'époque, mais on se faisait taper dessus à coups de matraque et on prenait des gaz lacrymogènes, c'est tout. Là, ils se sont fait tirer dessus à balles réelles pendant des semaines alors qu'ils n'avaient pas d'armes. Et depuis, le régime continue à assassiner son peuple. C'est incroyable comme situation. Vous êtes en mission clandestine, oui. Finalement. J'ai été arrêté par l'armée turque en rentrant sur la frontière. Et comme ils veulent plus de réfugiés, c'est pas tellement que ce soit intéressant que moi je sois arrêté, mais c'est pour les réfugiés syriens. Et les Turcs, depuis 3 jours, ont décidé de bloquer la frontière. Ils ont trouvé un truc très malin. Ils ont inondé la frontière avec des dizaines et des dizaines de camions-citernes. Ils ont mis des milliers de litres d'eau, ce qui fait que c'est un marécage. Donc quand on traverse de nuit, on fait floc, 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 on tombe dedans, les valises tombent dedans, c'est une horreur. Et au bruit, simplement, ils interceptent tout le monde. Tout d'un coup, il y a une lampe qui se braque sur vous et on entend les... Voilà. Vous allez repartir en Syrie? Écoutez, je suis arrivé aujourd'hui. Hein. C'est mon 3e voyage, je sais pas. J'avais dit que ce serait probablement ma dernière mission. Merci beaucoup, professeur Jacques Berès, chirurgien humanitaire, cofondateur de Médecins sans frontières, pour séjour en France. Merci. Merci.